le mercredi 29 mai 2024, un film intitulé Rwanda classifié a été diffusé. Ce film a été produit par un groupe de journalistes rassemblés apparemment pour achever le reportage que le journaliste John William Ntwali préparait avant son décès. Ces journalistes doutent de la cause de son décès, affirmant que l'accident rapporté qui l'a tué est suspect, ce qui les amène à suspecter un acte criminel. Lors de la promotion du film, ils ont déclaré que 50 journalistes représentant 17 médias avaient collaboré pour compléter l'enquête que John William Ntwali et son collègue Samuel Baker Bianci menaient. Cependant, tous ceux qui ont visionné le film ont été surpris de constater que l'histoire qu'ils prétendaient que Ntwali enquêtait n'était pas mise en avant. Au lieu de cela, l'objectif principal semblait être d'attaquer et de ternir l'image du président Paul Kagame. Nous allons maintenant examiner les témoignages de certains témoins et fournir nos commentaires. Paul Rusesabagina, dans son témoignage, a déclaré qu'il avait été attaqué plus de 4 fois, ce qui l'a conduit à quitter la Belgique pour s'installer en Amérique. La vérité, que ces mêmes journalistes connaissent, est qu'il a fui la Belgique pour échapper à la justice après une perquisition de son domicile menée par les autorités belges en collaboration avec les responsables judiciaires rwandais fin octobre 2019. Cette perquisition a révélé son soutien au mouvement rebelle FLN, dont il était l'un des fondateurs et financiers. Après avoir réalisé que les preuves trouvées à son domicile pouvaient lui causer des problèmes, il a fui aux États-Unis, où il pensait avoir des amis qui empêcheraient quiconque de le questionner. Cela montre qu'il a menti pour s'aligner avec le récit de leur film, tout comme il a fait avec le film U-Hotel Rwanda, qui est une fiction qu'il a tenté de faire passer pour une histoire vraie sans succès. Avec l'aide des médias, il a essayé de se présenter comme le sauveur des Tutsis de l'hôtel des 1000 collines, alors que nous savons tous que son rôle s'est limité à les extorquer. D'autres témoignages ont été entendus, notamment ceux d'Eric Ruzindana et de Robert Ijiro. Tous deux affirment que certains responsables rwandais les ont approchés pour les utiliser dans des actes de meurtre. Avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de poser les questions suivantes. Comment une personne qui a fui le pays pour sa sécurité continue-t-elle à avoir des relations avec les autorités même qu'elle a fui? Ijiro et Ruzindana étaient-ils connus pour leur expertise dans l'exécution de tels actes d'assassinat sur commande? Est-ce pour cela qu'ils ont été choisis pour ce travail? Les deux affirment qu'ils n'ont jamais tué personne avant. Soyons sérieux, pour une mission soi-disant d'une importance capitale, on n'a pas trouvé mieux que ces deux-là? Ces questions auraient dû être posées par les journalistes qui les ont utilisées pour ternir l'image du pays. S'ils cherchaient vraiment la vérité, ils auraient posé ces questions et auraient vu que ce sont des histoires inventées pour des intérêts personnels. L'objectif n'était pas de chercher la vérité, car sinon, il n'aurait pas diffusé une interview avec Eric Ruzindana affirmant que Danny Munuza lui avait demandé de tuer Rudasingwa, alors qu'ils admettent eux-mêmes qu'il n'y a aucune preuve que les enregistrements vocaux soient authentiques. Dans le passé, après qu'Eric Ruzindana ait fait ses déclarations dans les médias, assisté par Rudasingwa, il les a également soumises aux agences de réfugiés pour obtenir des documents de résidence en Belgique, car jusque-là il était sans papier. Robert Ijiro, l'histoire d'organiser l'assassinat de Kayumba et Karjeya, lui a permis de déménager aux États-Unis avec l'aide de certaines personnes du RNC, dont Rudasingwa, et a témoigné devant le comité de sécurité du Congrès américain en 2015, ce qui l'a aidé à obtenir l'asile en Amérique. Eric Ruzindana, en plus d'obtenir l'asile en Belgique, a également reçu de l'argent pour acheter un Mercedes Vito utilisé pour Uber, en raison de ses efforts pour aider ceux qui s'opposent au gouvernement. Ceux qui ont été emprisonnés avec lui avant sa libération, où il était incarcéré pour collaboration avec des voleurs armés, vous diraient qu'il ferait n'importe quoi pour de l'argent. Revenons à Robert Ijiro et à la disparition de Ben Rutabana en Ouganda. Il est bon de se rappeler qu'il est mentionné comme étant impliqué, en collaboration avec Kayumba, comme l'a déclaré la famille de Ben Rutabana. Concernant Kayumba, dans le film, le témoignage de la journaliste Colette Brackman suggérait que Kayumba lui-même pourrait avoir tué des gens. Cela pousse à se poser des questions. Comment peut-on prendre la parole de quelqu'un que l'on considère comme un meurtrier menteur pour vérité? Revenons au décès signalé en Afrique du Sud.
Les décès de Thomas Nges et de Peter Jean Stalens ont été expliqués par les autorités judiciaires et policières comme des suicides sur la base des preuves dont elles disposaient. Ici, on se demande pourquoi les journalistes prétendant chercher la vérité veulent blâmer le Rwanda alors qu'ils reconnaissent l'indépendance de la justice sud-africaine. Le père de Peter Jean Stalens lui-même a expliqué qu'il n'avait aucune preuve montrant l'implication du Rwanda dans la mort de son fils. Au contraire, il a été sollicité par des individus non nommés pour impliquer le Rwanda dans ses décès. Concernant Thomas, le témoin Daniel Nanjimana a prétendu être en charge de la diaspora des jeunes Rwandais en Afrique du Sud, bien qu'aucune organisation connue avec des principes établis n'existe, comme l'a confirmé un employé d'une ambassade sud-africaine. Daniel a déclaré qu'il avait appelé Thomas Nges alors qu'il se trouvait à Kigali, et que Thomas s'était rendu en Afrique du Sud. Cependant, pour quelqu'un qui semble bien le connaître, il n'en sait rien sur les raisons de sa présence en Afrique du Sud et surtout, depuis quand Nges était sur le territoire sud-africain. La vérité est que Thomas n'avait aucun problème avec le Rwanda, c'est pourquoi il y est allé sans entrave. Être le fils de Nges est juste une distraction, car la culpabilité est individuelle. Samuel Bianchi a affirmé que de nombreux journalistes ne pouvaient pas s'exprimer parce que le gouvernement rwandais se vengerait de leurs familles restées au pays, pourtant il a parlé. Cela signifie-t-il qu'il n'a pas de famille au Rwanda? Il a déclaré qu'il s'était rendu dans une zone de conflit pour recueillir des informations sur les soldats RDF morts au combat, une affirmation que même les écoliers savent être fausse. Comment peut-on traverser les lignes militaires du Congo pendant les combats, atteindre le camp du M23, puis revenir en traversant les lignes militaires sans aucun incident? La seule façon dont cela pourrait être possible est s'il était un agent du gouvernement congolais. Dire qu'il y est allé en tant que Rwandais était une condamnation à mort. Alors comment a-t-il réussi? Des informations approfondies provenant de personnes proches de lui, y compris d'anciens collègues, indiquent qu'il rêvait toujours de partir chercher une vie meilleure à l'étranger. Il a essayé plusieurs fois mais a échoué jusqu'à présent. Comme ceux mentionnés ci-dessus, ce mensonge l'a aidé à obtenir des documents, mais il est difficile de réprimer la vérité. Les témoignages donnés par ceux qui ont quitté le Rwanda et ont parlé contre le Rwanda ne sont pas nouveaux. Avant eux, il était déjà difficile d'obtenir des documents de résidence en Europe et en Amérique sans fabriquer de graves allégations mensongères sur les autorités rwandaises pour faire croire aux autorités qu'on avait besoin d'asile. Un exemple est Marara Noble, qui a réussi à atteindre l'Europe en prétendant faussement qu'il savait comment l'avion de Habyarimana avait été abattu et qu'il a abattu. Lorsque le juge Trevidic a mené des recherches, il a découvert que Noble Marara avait rejoint l'armée après que l'avion se soit déjà écrasé. Comme ces autres, ces déclarations fabriquées l'ont aidé à s'installer en Angleterre. Il n'est donc pas surprenant que le Rwanda soit critiqué, si ça rapporte à ceux qui le font. Le Rwanda qui prospère attire l'envie et l'hostilité, mais le Rwanda reste toujours debout. Pourquoi ce film a-t-il été réalisé et diffusé maintenant? Au départ, ils ont affirmé que c'était pour achever la recherche que le journaliste Ntwali menait. Il est clair qu'ils ont précipité sa diffusion sans compléter ce qu'ils appelaient la recherche de Ntwali. L'objectif est de dépeindre le Rwanda comme ayant une mauvaise gouvernance, à un moment proche des élections, pensant peut-être que les Rwandais ne sont pas conscients de leur leadership. Que cherchent à accomplir les réalisateurs de ce film? Tout le monde se poserait cette question, car les médias investissent rarement du temps et des ressources sans attendre un retour. Compte tenu des efforts déployés pour la recherche de la soi-disant vérité, on se demande ce qu'ils espèrent gagner. 17 médias choisissant de couvrir le Rwanda, pour dénoncer quoi? Avec les morts qui se comptent par dizaines de milliers au Proche-Orient par exemple, on les entend pas ces journalistes. Le rapport de l'UNESCO publié le 19 décembre 2023 indique que 65 journalistes sont morts dans le monde en raison de leur travail en 2023, contre 88 en 2022. Parmi ces journalistes figuraient leurs collègues, mais aucune enquête approfondie n'a été menée pour expliquer leur décès.
Il est clair que ceux qui financent ce genre de film pour ternir le leadership du Rwanda en espérant déstabiliser le Rwanda n'ont rien compris sur la durée de vie d'un mensonge. Chaque Rwandais devrait s'investir davantage à protéger notre paix et stabilité, qui fait tant de jaloux et suscite l'envie et l'hostilité des autres. Notre leadership, nos vies et notre avenir sont nos choix, battez-vous pour eux et protégez-les.